Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, Ben Ali aura finalement obtenu gain de cause. Les avoirs de l'ancien président tunisien placé par sa famille en Suisse restent en Suisse. Une décision de justice rendue publique ce vendredi. Le premier procès civil de la crise post-électorale ivoirienne est ouvert. L'ex-première dame Simone Gbagbo s'est présentée devant les juges ce vendredi à Abidjan. Il s'agit de sa première apparition publique depuis son arrestation en 2011. Et puis, flash sur des adeptes de kickboxing en Ouganda. Si ces dernières peinent à vivre de leur passion, leur succès en compétition contribue au développement de la discipline dans le pays. La justice a tranché. Les fonds placés en Suisse par le clan de l'ancien président tunisien Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral estime que les preuves sont insuffisantes pour attester de l'origine frauduleuse de ces fonds. Ainsi, les quelques 43 millions d'euros qui devaient être restitués au nouveau régime ne seront pas versés et la décision est sans appel. Marina Vanier. Les capitaux placés sous son mandat resteront en Suisse. Les fonds de l'ancien dictateur tunisien Zine El Abidine Ben Ali ne seront pas restitués. Le tribunal fédéral de la Suisse a justifié cette décision par une absence de preuves démontrant l'origine frauduleuse de la somme. Les nouvelles autorités du pays réclament la restitution des fonds à la Tunisie, accusant le clan Ben Ali d'enrichissement illicite. Bloqués depuis 2011, les 43 millions d'euros du clan Ben Ali restent donc en Suisse pour l'instant. La charge de la preuve appartient à l'État. Dans ce cas d'espèce, les gouvernements tunisiens successifs, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas établi ces preuves-là. Deuxième question, c'est que ces pays-là, les pays requis, ne peuvent répondre positivement que quand leur responsabilité ne peut pas être mise en cause. Et donc, la position du gouvernement helvétique, elle est très claire. Et le gouvernement helvétique dit « Donnez-moi la preuve et je vous donne l'argent ». Cet arrêt sans appel, le déblocage de l'argent initialement décidé en avril 2014 est annulé. Cette décision suscite un climat de tension entre la Tunisie et le gouvernement helvétique. Il est évident que le gouvernement tunisien doit revoir la méthode et doit sortir des sentiers battus, des condamnations comme à l'époque de Ben Ali et de ce comportement où on condamne par contumace, on utilise la justice comme le faisait Ben Ali lui-même. On utilise la justice comme moyen de pression, la justice locale, mais là on voit la limite de ce comportement. Les capitaux ne seront toutefois pas débloqués pour la famille Ben Ali. Le clan de l'ancien président, représenté par son beau-frère Belhassen Trabelsi, devait prouver la légalité de la provenance des capitaux, ce qui n'a pas été fait selon le tribunal fédéral. Marc Ravalman a signé à résidence. L'ancien président malgache arrêté en octobre dernier à son retour d'exil restera en résidence surveillée à son domicile à Antananarive et ce jusqu'à nouvel ordre. Les conditions de détention restent les mêmes. Ses contacts avec l'extérieur sont fortement restreints et il ne peut pas sortir ou recevoir de visite sans autorisation spéciale. On écoute à ce propos André Antilla, analyste politique. Alors, il faut recontextualiser la chose. Aujourd'hui, 5 détenus politiques incarcérés et condamnés sous la transition font partie du premier contingent des bénéficiaires de la grâce présidentielle et qui ont été libérés le 24 décembre. Tout comme des employés de l'aviation civile de Madagascar ainsi que l'ancien garde du corps de Marc Ravalman, jusqu'ici maintenus en détention car soupçonnés d'avoir participé ou ayant facilité le retour de l'ancien président, le retour clandestin donc de l'ancien président au mois d'octobre dernier. Toutes ces décisions font suite à la conférence au sommet des présidents avec Radzonar Mapian et ses prédécesseurs dans le cadre du processus de réconciliation nationale et donc lors duquel le président en exercice s'est engagé à libérer les détenus dits politiques ou associés à des affaires politiques d'ici la fin de l'année. L'ancien président Ravalman, justement, lui, a bénéficié d'un transfert de sa résidence surveillée de l'amirauté d'Antsiran vers son domicile à Antananarive, lui permettant ainsi de passer les fêtes de Noël avec les siens. Le processus de la réconciliation nationale est en marche et Radzonar Mapian montre sa ferme volonté en fait d'y arriver, tel qu'il l'a toujours promis. En joignant les actes à la parole donnée, il tient également à faire un geste politique d'apaisement fort.
Dans l'actualité également, Simone Gbagbo devant la justice. Son procès s'est ouvert ce vendredi à Abidjan. L'ex-première dame ivoirienne comparaît avec 81 co-accusés pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit là du premier procès civil de la crise post-électorale de 2011. Le point tout de suite avec Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, le procès de Simone Gbagbo s'ouvre à Abidjan. L'ex-première dame est poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010-2011. L'État ivoirien refuse son transfert comme l'ex-président Laurent Gbagbo vers La Haye, où siège la Cour pénale internationale. La justice ivoirienne estime être en mesure de lui organiser un procès équitable sur les terres d'Eburnu. Il n'y a pas une catégorisation du traitement des dossiers juridiques, ni de l'ex-président Laurent Gbagbo et de son épouse, Simone Gbagbo. Aujourd'hui, le contexte, il a l'opportunité et les moyens dont a besoin donc la justice sont au rendez-vous pour permettre donc le jugement de Mme Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas pour l'ex-président Laurent Gbagbo il y a 3 ans. L'ex-première dame est inculpée avec 82 autres personnalités politiques de l'ancien régime. Depuis le début, les partisans de Mme Gbagbo et ses avocats dénoncent un procès politique. Cependant, pour certains observateurs, le procès de Simone Gbagbo présente toutes les garanties d'un procès équitable. La justice est la même pour tout le monde. Et à ce point de vue, nous disons que Mme Simone Gbagbo aura accès à un procès équitable. Étant entendu que la Commission nationale d'enquête qui a enquêté sur tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire a rendu son verdict. Et les partisans des deux partis ont été incriminés. Donc, c'est ce qui a été valable hier peut l'être aujourd'hui. L'ex-président Laurent Gbagbo, quant à lui, est emprisonné depuis plus de 3 ans à La Haye en attente de son procès pour crime contre l'humanité qui doit s'ouvrir en juillet 2015. Le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite au scrutin présidentiel de décembre 2010 face à Alassane Ouattara avait ébranlé le pays. Les violences avaient fait plus de 3000 morts. Et parallèlement, d'autres prisonniers détenus pour des délits liés à la crise post-électorale ont suspendu ce jeudi leur grève de la faim entamée pour réclamer leur libération provisoire. Une représentante des Nations Unies en Côte d'Ivoire se serait engagée à s'occuper de leur dossier. Rappelons qu'ils étaient environ 300 détenus à protester contre la durée de leur détention, pointant du doigt la lenteur des procédures judiciaires. Le continent africain, véritable Eldorado pour les investisseurs internationaux. Le nombre de transactions au sud du Sahara est en passe de battre un nouveau record malgré des obstacles liés aux troubles politiques. Un bémol cependant, car si les acquisitions augmentent, la manne financière, elle, est moins conséquente. Marina Vanier. C'est la ruée vers l'Afrique. De plus en plus d'investisseurs internationaux réalisent des opérations de fusion, mais aussi d'acquisition des parts de marché africains. En Afrique subsaharienne particulièrement, le niveau soutenu des transactions montre qu'ils font désormais fi des crises, misant davantage sur les perspectives de croissance du continent. Environ 7 opérations estimées à près de 8 milliards de dollars ont été annoncées dans la période du 24 novembre au début de décembre 2014. Ces transactions réalisées dans des domaines divers confirment l'attractivité des marchés africains, marchés en pleine croissance. Le continent est en phase de développement. La croissance économique y est très très forte parce que les groupes internationaux y trouvent un intérêt et un retour sur investissement qui est pratiquement assuré dans la zone. À l'intérieur de ça, vous avez une économie qui a émergé, qui a ouvert d'autres potentialités, à savoir le Nigeria qui est devenu la première économie africaine, succédant, comment dirais-je, à l'Afrique du Sud. Vous avez, les entreprises ont besoin de trouver cet environnement-là qui permet aux grands fonds d'investissement internationaux de pouvoir investir les capitaux disponibles. Si les opérations de fusion et d'acquisition des entreprises ont augmenté sur le continent, la manne financière a quelque peu baissé. Le montant des transactions depuis janvier 2014 est estimé à 34 milliards de dollars, contre 35 milliards sur la même période en 2013. Cette chute n'est pas liée à la stabilité du secteur, selon des observateurs économiques. Dans un premier temps, les capitaux se sont dirigés vers les secteurs les plus intéressants. La logique première, qui était la logique des fusions-acquisitions, s'est transformée au fil du temps en une logique plutôt de franchise, c'est-à-dire les investisseurs internationaux ont mis en place un certain nombre de franchises qui ont obligatoirement baissé le volume des investissements sur l'Afrique. Donc, le phénomène n'est pas très inquiétant pour l'Afrique.
Entre janvier et fin novembre 2014, l'Afrique subsaharienne a enregistré 631 opérations de fusion et d'acquisition, soit 10% de plus que l'année dernière. Une hausse est à prévoir pour les années futures sur le continent avec l'amélioration de la stabilité politique. Du sport à présent, et zoom sur des combattantes au sens propre du terme. Deux sœurs ougandaises qui ont choisi le kickboxing comme discipline sportive. Il faut dire que cette pratique est en plein essor dans ce pays d'Afrique de l'Est. En une décennie, le nombre d'adeptes a été multiplié par 5. Les précisions de Sally Ganem. Pendant 3 heures, tous les jours, les boxeurs ougandais se rendent dans leur salle de gym pour s'entraîner. Le pays a vu naître un certain nombre de légendes du ring, comme Kassim Ouma ou encore Idi Amin, ancien champion de boxe. Peu de femmes ont porté le drapeau de l'Ouganda lors des championnats internationaux. Hélène Paleke et Diana Tulianabo font partie de celles qui ont participé aux tournois internationaux. Les 2 femmes ont choisi le kickboxing. Elles sont d'ailleurs les célèbres ambassadrices de la discipline en Ouganda. Hélène Paleke a commencé la boxe en 2005 dès l'âge de 16 ans. Un jour où j'arrivais de mon village, j'ai rencontré un garçon qui voulait me séduire. Nous avons décidé de nous battre. Je voulais le battre, mais il m'a battue. Alors je l'ai laissé seul et je me suis mise à la recherche d'une salle de gym. Je voulais faire du kickboxing. La Kenyane Conchestina Achien a obtenu le titre vacant de l'Union mondiale de boxe en décembre 2004 et devient ainsi la première femme africaine à remporter un titre lors d'un tournoi de boxe international. Hélène Paleke et Diana Tulianabo lui emboîtent le pas. Hélène Paleke, par exemple, a remporté 3 médailles sur ses 14 combats internationaux. Beaucoup de personnes pensent que la boxe apporte de l'argent. Je ne me bats pas pour de l'argent. Depuis tout ce temps, personne ne m'a payé pour boxer parce que j'ai battu un Kenyan il y a un moment et les gens m'ont acclamé. J'ai mis toute ma passion, mais après le combat, je n'ai reçu que 1250 shillings ougandais, qui n'est même pas suffisant pour rentrer chez moi. Mais je n'ai pas le cœur brisé. Si je reçois une convocation pour un combat international, je suis prête, mon passeport est prêt. Je suis prête à battre n'importe quel adversaire. So I'm ready for any opponent. Comme en Ouganda, la boxe féminine gagne de plus en plus d'adeptes à travers le monde. En 10 ans, le nombre de boxeuses du Rhino Club a été multiplié par 5. De 4 boxeuses en 2005, elles sont désormais 20 en 2014. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.